Quand on contemple les silhouettes majestueuses des phares s'élevant au milieu d'un océan déchaîné, on a l'impression de toucher du doigt le triomphe de l'esprit humain de l'époque victorienne. Pourtant, ce qui nous est officiellement présenté comme un exploit héroïque des bâtisseurs du XIXe siècle commence, après une analyse détaillée, à ressembler à l'une des plus vastes falsifications de l'histoire du progrès technique. Nous avons l'habitude de faire confiance aux manuels qui nous parlent d'ingénieurs de génie ayant dompté les éléments avec des pioches et des barques en bois, mais la réalité moderne impose un tout autre constat. Aujourd'hui, n'importe quelle plateforme conçue avec des alliages de titane et des calculs satellites risque d'être pulvérisée par la moindre tempête sérieuse là où ces vieilles aiguilles de pierre tiennent bon depuis déjà un siècle et demi. La version officielle affirme que ces structures colossales ont été érigées au milieu de l'avant-dernier siècle sans l'aide d'hélicoptères, de grues flottantes ou de béton à prise rapide. La logique nous souffle pourtant une autre vérité. Un groupe d'ouvriers sur des canots à rames ne pouvait physiquement pas s'approcher d'un rocher affleurant à peine à la surface pour y bâtir une tour de 50 mètres capable d'encaisser des vagues pesant des centaines de tonnes. Ici, l'histoire officielle se heurte inévitablement aux lois de la physique et de la logistique. Et dans ce débat, la science n'est clairement pas du côté des historiens. Prenons l'exemple du légendaire phare d'Armen en France. Selon les documents, sa construction aurait débuté en 1867. On nous demande de croire à l'histoire de ces téméraires qui débarquaient sur des rebords de granit glissant à marée basse. Mais les chiffres racontent une toute autre réalité. La première année, les ouvriers n'ont réussi à accoster sur le rocher que 7 fois seulement. La durée totale de leur présence sur le site pendant ces 12 mois s'élève à peine à 8 heures dérisoires. On prétend que durant ce laps de temps, ces hommes ont réussi à forer les trous de fondation dans un granit dont la dureté surpasse celle de l'acier. Quiconque a déjà essayé de travailler la pierre mouillée avec des outils à main, de l'eau glacée jusqu'à la taille et sous la menace constante d'être emporté par les abysses, vous le confirmera. Ce n'est pas seulement difficile, c'est physiologiquement au-delà des capacités humaines. Pourtant, les tours sont là, et leur existence exige une explication bien plus sérieuse que des récits sur des pêcheurs armés de pelles. En étudiant les devis de construction de l'époque, des incohérences frappantes sautent aux yeux. Les volumes de matériaux nécessaires pour de tels chantiers se comptent en milliers de tonnes de granit et de ciment. Au XIXe siècle, les systèmes de positionnement dynamique des navires n'existaient pas. Toute tentative d'approcher un lourd voilier en bois à distance de déchargement d'un rocher isolé, dans le tumulte permanent de l'Atlantique, aurait inévitablement mené au naufrage et à la perte de toutes les ressources. Pourtant, les phares se dressent exactement là où, aujourd'hui, une construction exigerait des investissements de plusieurs milliards et des technologies uniques, accessibles seulement aux plus grandes multinationales du monde. La question des fondations mérite une attention toute particulière. Les ingénieurs professionnels savent que le béton hydraulique de cette période ne pouvait pas prendre sous les assauts constants des vagues. Pour créer une base au niveau de l'eau, il faut un caisson ou une plateforme totalement sèche sur une longue durée. Les références à un prétendu ciment à prise rapide du milieu du XIXe siècle ne sont pas convaincantes, car les technologies de l'époque permettaient à peine de construire des ports de qualité dans des baies calmes, sans parler de l'environnement salin agressif et des vibrations constantes de la haute mer. L'eau salée aurait dû ronger les mortiers en quelques décennies, mais la maçonnerie de ces édifices semble monolithique, comme si elle avait été fondue ou coulée d'un seul bloc, plutôt qu'assemblée à partir de pierres distinctes. Cela nous amène inévitablement à envisager l'utilisation de méthodes de taille de pierre totalement différentes, qui ont soit été perdues, soit volontairement retirées de l'usage commun. L'analyse des rapports officiels sur l'édification des phares révèle un décalage effrayant entre la réalité physique et les chroniques de l'époque. L'histoire de la construction du phare d'Armen, en France, illustre parfaitement cet absurde. Durant toute la première année de travaux, les ouvriers n'auraient réussi à poser le pied sur le rocher que 7 fois seulement. Le temps total passé sur le site n'a été que de 8 heures. Prenez le temps de réfléchir à ces chiffres. En 8 heures de travail effectif par an, les historiens affirment que des hommes ont pu non seulement s'ancrer sur un granit glissant, mais aussi forer des trous profonds pour les fondations dans une roche aussi dure que l'acier. Ce n'est pas seulement une tâche complexe,
c'est une action physiologiquement impossible dans des conditions où le déferlement glacé vous submerge à chaque seconde. De telles conditions de travail ressemblent à un véritable enfer où le facteur humain est réduit à néant. Pourtant, si l'on en croit les documents officiels, c'est ainsi qu'ont été créées les bases de tours capables de tenir debout durant des siècles. C'est ici que réside une contradiction critique entre les lois de la physique et la logistique de l'époque. Pour percer du granit avec des outils manuels au milieu du XIXe siècle, il aurait fallu des semaines de travail continu pour des centaines d'ouvriers, et non de brèves incursions à marée basse. De plus, la survie même d'un homme sur un tel rocher, sans harnais ni moyens de sauvetage modernes, soulève d'énormes doutes. Les registres officiels gardent le silence sur d'éventuels accidents de masse. On a l'impression que les ouvriers possédaient les capacités des forces spéciales actuelles ou qu'ils n'affrontaient jamais la fureur de l'océan. La technologie de fixation au rocher est, elle aussi, remise en question. Les schémas anciens représentent des grues massives en bois, fixées directement sur les saillies de granit. Pourtant, la physique du levier est impitoyable. Pour qu'une grue puisse soulever un bloc de 2 tonnes, elle a elle-même besoin d'un point d'appui puissant et d'une fondation solide. Créer un tel ancrage sans perforateur ni composants chimiques est un processus long et minutieux, exigeant une sécheresse parfaite et un temps que les bâtisseurs n'avaient pas. Un cercle vicieux s'installe. Sans grue, impossible de construire la fondation, et sans fondation, impossible d'installer la grue. En observant ces chiffres et ces conditions, il devient clair que l'histoire officielle craque littéralement de toutes parts. On tente de nous imposer l'image d'un maçon héroïque qui, au mépris de la logique et du bon sens, érige une structure monumentale avec de l'eau jusqu'à la taille. Mais si l'on écarte le voile romantique, nous faisons face à un anachronisme impossible. Soit l'humanité du XIXe siècle disposait de technologies cachées dont on nous a interdit la connaissance, soit ces objets étaient déjà en place bien avant l'arrivée des premiers bâtisseurs. Il est stupéfiant de constater que, malgré un temps d'accès aussi réduit au site, les volumes de matériaux déplacés étaient colossaux. Des milliers de tonnes de blocs de granit auraient dû, d'une manière ou d'une autre, se retrouver sur un minuscule bout de terre au milieu des abysses. Comment cette livraison impossible a-t-elle été effectuée alors que les navires à voile étaient pandéfense face aux récifs et que toute manœuvre dans la zone de déferlement signifiait la perte certaine de l'équipage et de la cargaison? Voulez-vous savoir comment les calculs mathématiques et les lois de la navigation brisent définitivement le mythe du transport des pierres sur de simples goélettes en bois? Quand on passe des calculs théoriques aux chiffres bruts de la logistique, la version officielle de la construction se transforme en un véritable non-sens mathématique. Imaginez un peu le défi. Acheminer plus de 6000 tonnes de blocs de granit vers un minuscule éperon rocheux en plein océan. Au XIXe siècle, les seuls moyens de transport disponibles étaient des goélettes à voile en bois et des barges. Ces navires n'avaient pas de moteur capable de les maintenir en place contre le courant, ni d'échosondeurs pour repérer les récifs traîtres cachés sous la quille. Les mathématiques sont une science têtue. Pour transporter un tel volume de marchandises, il aurait fallu des centaines de voyages. Chaque trajet, dans le tumulte de l'Atlantique ou la rudesse de la Manche, représentait un risque vital absolu. Pourtant, selon les statistiques officielles, la quasi-totalité de ces milliers de tonnes a été livrée et déchargée sans la moindre perte de navire ou de cargaison majeure. Pour la flotte à voile de l'époque, où le taux de naufrage lors de simples liaisons commerciales était colossal, une telle précision semble presque surnaturelle. Comment des blocs aussi lourds passaient-ils du pont d'un navire ballotté par les flots à une roche glissante? Tout rapprochement d'une goélette avec les récifs à portée de main aurait réduit le navire en miettes en moins d'1 minute. Mais ce qui soulève encore plus de questions, c'est la structure même de la maçonnerie. Ce ne sont pas de simples pierres empilées les unes sur les autres. Les blocs des phares sont imbriqués selon le principe de la queue d'aronde, un système complexe de rainures et de languettes où chaque élément s'insère dans l'autre avec une précision millimétrique. Ce système transforme la tour en un monolithe capable de résister à des pressions titanesques, mais il transforme aussi la construction en un puzzle impossible. Sous des tempêtes constantes, les embruns salés et sans machines lourdes, les ouvriers auraient dû ajuster parfaitement des pierres de plusieurs tonnes qu'il est impossible de déplacer manuellement, ne serait-ce que d'1 centimètre.
En analysant ces joints, les ingénieurs modernes arrivent à une conclusion troublante. Un tel usinage de la pierre n'est possible qu'avec des machines de haute précision à commande numérique. Les surfaces des blocs sont parfaitement lisses et la géométrie des fixations exclut l'usage du ciseau et du marteau. Si l'on admet que chaque bloc a été taillé individuellement pour sa place précise dans un modèle en 3 dimensions, alors nous sommes face à des technologies qui devancent l'ère victorienne de plusieurs siècles. De plus, pour sceller ces blocs, il fallait des mélanges spéciaux. Un mortier classique de l'époque aurait été expulsé des rainures par l'eau bien avant que les bâtisseurs n'aient pu poser la rangée suivante. La structure interne des phares ressemble davantage aux pièces d'un mécanisme complexe, voire aux composants d'une immense antenne, où chaque pierre occupe une place rigoureusement calculée dans une chaîne globale. La logique suggère que de tels objets ne se construisent pas à partir de rien en plein océan. Soit ils ont été assemblés comme un kit préfabriqué à partir de modules produits sur le continent, ce qui est impossible vu le poids des blocs et la capacité des grues d'alors. Soit ils ont été érigés dans des conditions climatiques et géographiques totalement différentes. Tout indique que nous contemplons le résultat d'une civilisation industrielle dotée d'une puissance incroyable, qui ne cadre simplement pas avec nos manuels d'histoire. Et si la livraison de telles cargaisons par voie maritime était impossible au XIXe siècle, il ne reste qu'une seule explication logique. Quand ces tours ont été bâties, l'eau n'était tout simplement pas là. Cette idée nous mène vers une découverte encore plus vertigineuse. Si les phares ont été construits sur la terre ferme, qu'est-il arrivé à notre planète? Et pourquoi les cartes des siècles passés sont-elles si radicalement différentes de ce que nous voyons aujourd'hui? L'hypothèse choc qui explique d'un coup toutes les anomalies de construction est d'une simplicité effrayante. Quand ces tours colossales ont été érigées, il n'y avait aucun océan autour d'elles. Tout devient limpide si l'on admet que le niveau des mers, au moment des travaux, était inférieur au niveau actuel d'au moins 100 mètres. Dans ce paradigme, les phares cessent d'être des « objets impossibles » pour devenir de simples structures de grande hauteur, bâties sur un sol ferme, au sommet de collines ou d'éminences rocheuses. Les études hydrographiques modernes des fonds marins à proximité des phares les plus anciens apportent des résultats stupéfiants. À 50 mètres de profondeur ou plus, des plongeurs et des engins sous-marins détectent des traces d'usinage de la pierre identiques à la maçonnerie des phares eux-mêmes. Il ne s'agit pas de formations naturelles chaotiques, mais de formes géométriques nettes, rappelant des fondations de bâtiments ou des éléments d'infrastructure. Plus étrange encore, on distingue au fond des lignes droites mystérieuses, de larges bandes régulières s'étendant sur des dizaines de kilomètres, reliant les bases sous-marines des phares au continent. Ces routes englouties indiquent l'existence d'un réseau logistique unifié où des cargaisons de plusieurs tonnes ne voyageaient pas au gré des vagues sur de frêles goélettes, mais par voie terrestre, avec des transports adaptés au sol. Si l'on se tourne vers l'héritage cartographique du passé, on découvre des détails encore plus troublants. Sur de nombreuses cartes des XVe et XVIe siècles, réalisées avec une précision sidérante pour l'époque, là où s'étend aujourd'hui l'abîme marin, sont inscrits des régions entières, des villes et des forteresses. La science officielle y voit des erreurs de cartographes ou des fruits de l'imagination, mais trop souvent, ces fantaisies coïncident avec le relief réel du fond marin révélé par les scanners sonars. Dans ce système de coordonnées, les phares n'étaient pas des signaux d'alerte pour les marins, mais des points nodaux sur des hauteurs. Le passage de la terre ferme à l'eau semble s'être produit de manière catastrophiquement rapide à l'échelle historique. Une montée globale du niveau des eaux a transformé les collines d'hier en récifs inaccessibles, et les tours majestueuses en îles solitaires. L'histoire officielle du XIXe siècle s'est simplement appropriée ces objets, inventant à la hâte des légendes sur d'héroïques bâtisseurs maçons. Cela a permis de dissimuler l'ampleur d'une catastrophe majeure et l'existence d'une civilisation dont les capacités techniques permettaient de façonner les paysages planétaires. Pourtant, si ces structures ont été bâties sur Terre dans le cadre d'un réseau global, une question légitime se pose. Pourquoi ériger au sommet des collines des tours aussi étranges, étroites et incroyablement robustes? Pourquoi leur aménagement intérieur est-il si peu adapté à la vie et ressemble-t-il autant à la structure d'appareils techniques complexes?
La réponse se cache dans les propriétés physiques des matériaux eux-mêmes et dans le contenu mystérieux de ces objets, qui est devenu à un moment donné extrêmement périlleux pour les nouveaux maîtres du monde. C'est précisément ici que nous touchons au secret le mieux gardé. La véritable fonction des phares, qui n'a absolument rien à voir avec l'émission de signaux lumineux pour les navires. Si l'on écarte le voile romantique du feu salvateur pour les marins, nous nous retrouvons face à des structures dont l'architecture et l'agencement intérieur défient tout bon sens s'il ne s'agissait que de simples dispositifs d'éclairage. Les phares sont en réalité des nœuds techniques d'une complexité extrême, dont la véritable fonction a été cyniquement dissimulée derrière une primitive lentille de Fresnel. Regardez de plus près la configuration de ces tours. Des escaliers en colimaçon étroit, une absence totale de confort élémentaire pour un séjour prolongé et d'immenses puits verticaux traversant tout l'édifice. Ce n'est pas une habitation, c'est le boîtier d'un instrument gigantesque. L'un des secrets les mieux gardés reste l'utilisation massive de mercure dans la conception des phares. La version officielle prétend que des systèmes optiques pesant plusieurs tonnes pivotaient dans des bains de mercure pour réduire les frottements. Pourtant, les quantités de ce métal toxique utilisées sur ces sites dépassent l'entendement. On parle de tonnes de mercure par tour. D'un point de vue physique, le mercure est un conducteur parfait et un fluide idéal pour générer des champs magnétiques tourbillonnaires. Les phares, situés sur des points d'activité maximale de la croûte terrestre et baignés par l'eau salée, un électrolyte naturel, fonctionnaient comme de gigantesques résonateurs d'éther. Le puits interne du phare servait de guide d'ondes, tandis que la coupole métallique au sommet faisait office de récepteur d'électricité atmosphérique. Ces édifices faisaient partie d'un réseau mondial de transmission d'énergie sans fil, dont Nikola Tesla a plus tard tenté de ressusciter les principes. La hauteur vertigineuse et la forme spécifique des tours permettaient d'accumuler la charge de l'ionosphère pour la transformer en un faisceau énergétique dirigé. Le signal lumineux que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un effet secondaire ou une fonction dégradée d'un système que les nouveaux maîtres du monde ont adapté à leurs besoins limités, faute de comprendre comment relancer le réacteur à pleine puissance. L'usage de verres de quartz et de métaux spécifiques dans le revêtement des lanternes mérite aussi une attention particulière. Ce sont des matériaux indispensables pour manipuler des rayonnements à haute fréquence et non pour protéger une simple lampe à pétrole du vent. L'idée même que l'humanité ait bâti de telles structures cyclopéennes juste pour allumer une bougie au sommet ressemble à une moquerie historique. C'est un peu comme utiliser un supercalculateur moderne comme dessous de plat. Les phares étaient les points de jonction d'un réseau énergétique mondial, fournissant une énergie gratuite aux villes et au transport de cette civilisation oubliée dont nous retrouvons les traces au fond des mers. Mais cette médaille avait un revers sombre. Le fonctionnement d'une telle installation générait des champs magnétiques surpuissants, ayant un impact dévastateur sur les organismes biologiques. C'est là que réside l'explication des nombreuses légendes sur la folie qui frappaient ceux qui restaient à l'intérieur de ces lanternes. Voulez-vous savoir ce qui arrivait réellement aux personnes enfermées dans ces machines en marche et quel prix les gardiens devaient payer pour s'être trouvés au cœur de cette tempête invisible? Les légendes sur la folie des gardiens de phare font depuis longtemps partie de la culture populaire, mais si l'on écarte le mysticisme, on découvre une chronique médicale effrayante. Les sources officielles attribuent les troubles psychiques du personnel à l'isolement, au bruit de l'océan et à la monotonie du quotidien. Pourtant, les symptômes réels consignés dans les journaux de bord dépassent largement le cadre d'une simple dépression. Hallucinations, perte de la notion du temps, agressivité soudaine et épuisement physique. Ce sont là des signes classiques d'une exposition à des champs électromagnétiques puissants et à des infrasons, et non le fruit d'une banale solitude. L'être humain enfermé dans ces tours de pierre se retrouvait en réalité au cœur d'un instrument physique en fonctionnement. Les phares, bâtis comme de gigantesques résonateurs acoustiques, possédaient un système complexe de puits internes et de conduits de ventilation. Sous l'effet de certaines rafales de vent ou du choc des vagues, ces cavités généraient des vibrations infrasonores, des fréquences inaudibles pour l'oreille humaine, mais capables de provoquer une terreur irrationnelle et des crises de panique. Les tours chantaient littéralement, et cette résonance détruisait lentement le psychisme de ceux qui se trouvaient à l'intérieur.
Le mercure, dont nous avons parlé précédemment, jouait un rôle clé dans cette prétendue malédiction. Les tonnes de métal liquide contenues dans des cuves ouvertes au sommet de la tour s'évaporaient constamment. Dans un espace clos et mal ventilé, les gardiens ont respiré ces vapeurs pendant des décennies. L'intoxication chronique par ce métal entraîne de graves lésions du système nerveux central, ce qu'on appelle le syndrome du chapelier fou. Mais pourquoi les ingénieurs du XIXe siècle, qui connaissaient parfaitement la toxicité du mercure, ont-ils continué à l'utiliser en quantité aussi massive? La réponse est simple. La sécurité humaine était secondaire face à la nécessité de maintenir cette installation énergétique en activité. Les nouveaux maîtres du monde, ayant découvert ces structures après une catastrophe globale, ont tenté de les exploiter sans en comprendre les principes de sécurité. Ils utilisaient des poêles à bois dans des pièces conçues pour des appareils complexes et installaient des lampes à huile primitives là où se concentrait autrefois l'énergie de l'éther. Vivre à l'intérieur d'une ancienne machine que l'on tentait de dompter avec du pétrole revenait à un lent déclin physique. Les hommes ne se contentaient pas de monter la garde. Ils habitaient un émetteur géant qui continuait d'accumuler passivement de l'énergie, même en étant officiellement éteint. De nombreux récits témoignent que les gardiens apercevaient une lueur étrange autour des tours par temps clair, alors qu'aucune lampe n'était allumée. Ce phénomène, connu sous le nom de feu de Saint-Elme, prenait sur les phares des proportions terrifiantes, indiquant que l'ossature en pierre du bâtiment continuait d'interagir avec l'atmosphère. Nous sommes face à un véritable culte du cargo, des hommes en uniforme tentant d'imiter l'activité d'une civilisation de haute technologie, transformant des pôles énergétiques en simples postes de signalisation. Cela nous amène à la question finale. Qui était le véritable propriétaire de cette infrastructure et pourquoi l'humanité moderne s'efforce-t-elle tant de faire croire que tout ceci est l'œuvre de simples maçons armés de ciseaux et de burins? La véritable fresque de l'histoire humaine de ces derniers siècles est loin d'être aussi triomphale que celle peinte par les sources officielles. Nous avons été habitués à considérer le XIXe siècle comme l'ère de la vapeur et des grandes découvertes, mais les faits pointent vers autre chose. Ce fut l'époque d'un inventaire mondial et de l'appropriation d'un héritage étranger. Nous avons hérité d'une planète parsemée de débris et de nœuds d'infrastructures d'une puissance incroyable que nous avons, tels des enfants trouvant un smartphone cassé, adapté à nos besoins primitifs. Les phares ne sont que la partie émergée de cet iceberg technologique, impossible à cacher ou à démolir en raison de leur robustesse colossale et de leur monumentalité. Il était plus simple de les renommer, d'inventer des légendes de bâtisseurs héroïques et de les inscrire dans une nouvelle chronologie correcte. Nous vivons dans la réalité d'un culte du cargo total. Tout comme des populations isolées construisent des avions en paille dans l'espoir que les dieux leur envoient des vivres, notre société utilise des cathédrales antiques, des forts stellaires et des tours océaniques sans comprendre leur fonction réelle. Là où travaillaient autrefois des résonateurs à ondes et des émetteurs d'énergie libre, nous accrochons aujourd'hui des cloches ou allumons des brûleurs à pétrole. L'histoire officielle nous transforme méthodiquement en êtres sans racines ni mémoire. On nous inculque que les plus grandes structures de la planète ont été bâties uniquement par extase religieuse ou, comme pour les phares, pour sauver quelques barques de pêche. Mais est-il logique de dépenser les ressources d'un empire entier pour ériger une aiguille de granit de 6000 tonnes au milieu d'un enfer, juste pour qu'elle serve de lampe de poche? On nous a injecté un complexe d'infériorité face à nos ancêtres, tout en cachant leur véritable grandeur et en réduisant leurs exploits à l'usage primitif du ciseau et du marteau. Si l'on considère que les phares se dressent au sommet de collines englouties, l'ampleur de la catastrophe qu'on nous cache devient effrayante. Sous la masse des eaux ne reposent pas de simples ruines, mais des cités entières et des réseaux de communication reliant ces objets en un maillage planétaire unique. Aujourd'hui, nous sommes une civilisation de récupérateurs qui aménage son quotidien dans un palais abandonné, utilisant des lingots d'or comme briques pour le foyer. Nous contemplons l'architecture du passé et y voyons de la beauté, alors que nous devrions y voir le schéma fonctionnel d'un système de haute technologie. Le voile de mystère sur les phares n'est qu'une couche d'un mensonge global. On a modifié notre passé pour contrôler notre futur,
et nous maintenir dans une économie de pénurie où l'énergie doit être payée, alors qu'elle est littéralement présente partout dans l'air. Mais l'océan continue de garder ses secrets, et chaque tempête qui pulvérise nos structures modernes en titane ne fait que confirmer une chose. Nous sommes encore bien loin du niveau de maîtrise que possédaient les véritables maîtres de ce monde. Regardez ces tours de pierre une fois de plus. Elles ne demandent pas de secours et ne craignent pas le temps. Elles attendent que nous cessions d'être de simples usagers de biens d'autrui et que nous trouvions enfin le courage de reconnaître la vérité sur ce que nous étions avant que l'eau ne recouvre nos routes, et sur ce que nous sommes devenus, ici, sur les rivages escarpés d'une histoire oubliée. L'histoire prend véritablement vie au moment où on la raconte. Abonnez-vous à la chaîne, car il est fort probable que vous n'ayez encore jamais entendu ce qui va suivre.